Pour revenir sur les travaux d'Einstein, je recommence, la vidéo était trop courte. Je vais essayer de vous clarifier l'espace-temps en définition de qu'est-ce qu'est le temps. Vous clarifier la gravité en prenant conscience de la densité de la masse, alors que la masse c'est plus ou moins la grosseur et le poids, alors que la densité c'est surtout la concentration du poids selon une masse. Et ça paraît de rien, mais c'est très différent. Et puis, parler aussi de aussi bien la relativité générale que restreinte et même les lois quantiques. Bon, il y a quelque chose qui les réunit, c'est-à-dire que pour le temps, c'est-à-dire dans l'instant même où je vous parle, donc un instant et un temps donné, peut être tout à fait variable. Alors, je l'explique. Si je pars en Australie à 8h du matin et que je fais 12 heures de vol, j'arrive en Amérique en sachant que le soleil se lève à l'est et va à l'ouest. Je vais en Amérique et j'atterris à 8h du matin. J'ai fait 12 heures de vol, mais ces 12 heures de vol ont été dans autant la vitesse de la rotation de la Terre. En prenant conscience que midi, c'est le soleil au zénith, dans un seul et même lieu, il me faut 24 heures pour retrouver le soleil au zénith. Donc, la définition du temps, c'est le temps qu'il faut pour que il y ait la rotation complète de la Terre sur elle-même. Donc les voyages dans le temps, si vous partez d'Amérique et que vous allez en Australie, vous partez à 8 heures d'Amérique, vous faites 12 heures, vous arrivez à 20 heures en Amérique, plus les 12 heures de votre vol. Donc ça, c'est les voyages dans le temps. C'est comme ça qu'on a pu voyager dans le temps. Je répète juste les travaux que j'ai eus il y a une vingtaine d'années. La lumière. La lumière est aussi bien directionnelle que ondulaire. Ça paraît un peu fou, mais on se rend compte que dans les lois quantiques et d'observation, que tout cela est influencé par l'observateur. Donc si vous voulez observer que le photon est dans la boîte de propagation du faisceau lumineux, le photon est bien dans la boîte. Si vous le voulez traverser les deux fentes, eh bien, il est passé dans une des deux, voire les deux en même temps. Selon l'influence de l'observateur et qu'il voit ou qu'il croit voir ce qu'il détermine quand il veut le déterminer, la question la plus approfondie, c'est que se passerait-il si ce même photon, dans l'unité de ce qui compose la lumière, est observé par 1001 personnes. Bon. En sachant très bien que que la lumière est un spectre et qu'il y a plusieurs origines différentes de composition de ce qui compose la lumière. Si la lumière traverse un cristal, vous verrez toute la panoplie des couleurs du spectre de la lumière.
Donc, par ce raisonnement, on se rend compte que il y a des particularités des faisceaux de la lumière, autres que le photon, qui existent dans la lumière. Avec certains filtres, d'ultra UV, ou alors les lumières rouges, ou alors tout cela, on se rend compte que il y a des particules de la lumière qui vont pouvoir pousser certains éléments et des particules qui vont la traverser sans même s'arrêter à la matière. Et on en prend conscience aussi quand on est sous l'eau, la lumière ne s'arrête pas au-dessus de l'eau. Elle traverse l'eau, mais on le voit aussi dans le cristal ou dans le prisme où elle est orientée, sans s'affaiblir. Il y a une autre... Alors, pour revenir sur l'espace-temps, le temps, à l'instant universel où je vous parle, n'est que le temps instantané de où se place la rotation de la Terre. En Australie, en France et en Amérique, ce n'est pas le même fuseau horaire. Donc il faudra en Australie faire 12 heures de vol pour se rendre compte qu'on arrive en Amérique avec la même heure en avion. Et donc ça c'est dans un sens. Si vous partez dans l'autre sens, vous verrez le résultat différent. C'est comme ça qu'on peut aller ou un voyage vers le futur ou un voyage dans le temps vers le passé. Si vous pouvez aller à la Lune à 26 000 km/s, vous pouviez très bien tourner autour de la Terre dans un sens pour le futur ou dans un autre pour le passé. La densité de la masse. On sous-entend la masse comme la grosseur et le poids de la masse. Mais on s'est rendu compte que par exemple la densité, chose qui est dans les pierres volcaniques, si je prends par exemple une pierre volcanique et que je fais par exemple une balle d'un pistolet avec la balle de pierre volcanique, elle ira beaucoup plus vite dû par sa densité et fera beaucoup plus de dégâts que ce qu'elle peut être fait en plomb ou en acier. Là où je veux en venir, c'est que qu'est-ce qui détermine la gravité? Est-ce que c'est la masse, le poids et la grosseur? Ou est-ce que c'est la densité du noyau de la planète ou de la Terre? On s'est rendu compte que quand on était en orbite, c'est-à-dire plus loin du centre de la densité de la planète, eh bien, on s'est rendu compte qu'on était en apesanteur. Et l'apesanteur, donc, c'est plus ou moins une absence de gravité. Mais on s'est rendu compte, selon mes travaux, qu'avec un petit appareil qui ferait aussi bien les diagonales que les contours et aussi les avants, toujours dans un même sens, pouvez rajouter une gravité même quand vous êtes en orbite. Donc retour sur les travaux d'Einstein sur la vitesse de traction
et la gravité qui n'est qu'une vitesse d'attraction. La lumière se compose de plusieurs faisceaux, ou un faisceau se compose de plusieurs constituants. Nous pouvons le voir avec le cristal, car le cristal décompose le spectre de la lumière. Et dans le spectre de la lumière, qui pour nous paraît invisible à l'œil nu, on se rend compte que la lumière passée dans un solide ou dans un gaz ou dans une matière ou dans un autre n'a pas le même comportement et n'a pas la même unification de ce que l'œil le perçoit. Donc si vous enlevez les ultraviolets de la lumière du soleil, n'a pas les mêmes résultats que les infrarouges ou autres. Ça, les expériences l'ont prouvé. Alors, revenons à mes travaux plus récents, c'est-à-dire les propulseurs photoniques. Les propulseurs photoniques marchent dans un sens. Si vous propulsez des photons et que ce que vous propulsez arrive à la fin de votre fusée et qu'à la fin de votre fusée, ça récupère une partie de la propulsion par prisme pour vous le renvoyer à la propulsion originelle, du coup, quelle qu'en soit la puissance de propulsion de photonique, vous allez pouvoir propulser jusqu'à l'infini. Donc il y a plusieurs forces. La propulsion, l'attraction de la propulsion et l'élan ou la vitesse de l'accélération de la masse et de la densité de la masse. Donc vous pourrez aller plus vite que la lumière, en sachant très bien que si je prends un crayon qui fait moins de 20 cm ou de 10 cm et que je le bouge juste d'un centimètre de direction différente, à hauteur du crayon, ça fait que 1 centimètre. À hauteur de l'univers et de ses profondes distances, ce petit décalage de 1 mm de la mine de crayon s'avère des années-lumière de distance au fin fond de l'univers. Et c'est juste parce que la distance est plus longue. Donc, quelle qu'en soit la variation de l'angle, même si c'est que de 1 cm, la distance sera complètement différente et on peut le calculer selon Thalès. Là où je veux en venir, si vous partez pendant 24 ans dans une direction, que vous faites 24 ans d'orbite et que vous mettez 24 ans pour revenir sur Terre, dans un sens de la rotation de la Terre, il y aura presque aucun écart, dans le sens que vous aurez rattrapé la vitesse de la rotation de la Terre. Si vous faites la même expérience, plus ou moins à même le sol de la Terre ou de l'orbite de la Terre, vous allez vous rendre compte que vous allez dans le futur.
Et si vous le faites dans le sens inverse, vous allez rendre compte que vous le faites dans le passé. En prenant conscience que la vitesse de déplacement, d'éloignement et de rapprochement et de voyage en orbite est égale. Donc il y a des raisonnements qu'il faut comprendre avant même l'exploration, ou avant même l'exploration, il y a des événements tout à fait logiques que l'on peut comprendre. Donc la gravité, telle que nous la connaissons, vous regardez la Lune, vous regardez la planète Terre, la gravitation sur la Lune n'est pas la même que la gravitation sur la Terre. Et quand on regarde le Soleil, la Lune et la Terre, on a des fois l'impression que la Lune, c'est comme un vieux Soleil qui se serait éteint, comme une pierre volcanique qui aurait tout brûlé, de sa masse, de sa densité. Et donc, qu'est-ce qui engendre le plus de gravité? Est-ce que c'est la masse, le poids, ou est-ce que c'est la densité, c'est-à-dire la composition atomique des molécules qui sont repliées sur elles-mêmes et qui font la densité, en sachant qu'une planète comme Mercure, qui est bien plus dense, et en la mettant en équation avec la force de centrifuge, tant que vous êtes dans l'orbite, c'est-à-dire par exemple une roue de vélo, la distance que vous faites, si vous êtes sur le périmètre du pneu, est plus longue pour le même moment que sur l'axe de la roue. Et avec la force de centrifuge, plus vous irez vous rapprocher de l'axe de la roue, plus la centrifuge, c'est-à-dire la force circulaire des corps, va faire que plus vous irez vers l'axe, plus vous irez au point où cela fuge, et plus vous serez éjecté de l'axe. Il y a un moment donné où vous allez pouvoir vous en rapprocher très vite. À un moment donné, à l'axe, ça tourne tellement vite, il y a tellement de propulsion vers les orbites que vous allez repartir en orbite plus vite que ce que vous avez pu venir dans l'axe de rotation. Et c'est comme ça que l'on peut comprendre l'orbite de Mercure. Donc j'espère avoir répondu simplement avec des logiques pour vous éclairer sur certains travaux qui ont été faits par Einstein. Et il en va de même de l'électromagnétisme, qui reprend aussi les travaux des aimants permanents, et de savoir que du fer qui a été martelé devient une barre avec un magnétisme magnétique, et que avec du courant, le magnétique s'intensifie, mais que à ébullition de ce même fer magnétique annule le courant magnétique, la fusion. Donc il est important de se dire que plus on met de courant, plus il y a de magnétisme, et plus il y a de magnétisme, plus le courant circule. Et c'est comme ça que l'on a créé tous les moteurs électriques, c'est-à-dire des bobines
de cuivre sur un seul et même axe réparti en plusieurs sections. Et le courant passant dans ce circuit va faire que ça va faire tourner l'axe de toutes les attaches de cuivre, puisque ça va aller à la vitesse du courant électrique. Et comme la vitesse du courant électrique va engendrer une force électromagnétique, la force électromagnétique va faire tourner le moteur à l'intensité du courant électrique que nous diffuserons dans les bobines de cuivre. Donc si nous augmentons les bobines de cuivre de courant, le moteur électrique tournera plus vite. Voici la logique aussi. J'espère avoir résolu plusieurs théories et simplifié le tout. Et pour la quantique, quelle est la différence entre le microscopique et la quantique? Bien, c'est tout simplement que la surface de gravité des cordes, les cordes sont tellement infimes et petites qu'elles ne reçoivent pas la même forme de gravité. Et on se rend compte que plus on est petit, moins il y a de force de gravité. C'est pour ça que les insectes puissent aller dans n'importe quelle direction selon la gravité. Elles ne tombent pas de l'arbre ou autre. Ce n'est pas parce qu'elles ont des crochets pour s'accrocher, c'est parce qu'elles sont plus petites. Elles pèseraient 100 kg, la petite fourmi, elle tomberait de l'arbre si elle monterait sur la branche à l'envers. La même logique pour les cordes, c'est qu'il y a une force qui est invisible, qui n'est pas électromagnétique, magnétique, électrique ou de gravité, mais qui est la vibration. Alors la vibration, telle que l'on peut l'entendre on essaie de l'expliquer sur la vibration cosmique de l'esprit, c'est-à-dire les ondes alpha, bêta, méga, oméga de l'esprit. La vibration va faire vibrer aussi bien votre esprit que votre corps, donc éveiller toutes vos émotions. Et on s'est rendu compte que selon certaines fréquences sémantiques, on arrivait à pouvoir comprendre comment une seule et même existence, c'est-à-dire comment toutes les vies pouvaient, selon les mêmes forces, ou alors des différentes variations de vibrations, pouvaient être transformées, c'est-à-dire aussi bien les quadrillages des écailles de tortue jusqu'à les taches de léopard, jusqu'à des systèmes beaucoup plus complexes ou jusqu'à des coquillages bien plus simples. Donc tout cela se réunit en plusieurs forces qui sont toutes en interaction entre elles, et ce qui détermine le pourcentage d'interaction dominant de une ou de plusieurs forces n'étant que la masse, la densité et la vibration de celle-ci avec la gravité. Voilà.